L'université a décidé de ne plus autoriser la tenue en ses murs de la conférence de M. Mélenchon et de Mme Hassan prévue ce jeudi. C'est la gauche des ténèbres. C'est un vertige d'obscénité. Une nouvelle annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur le Proche-Orient à Lille. C'est une décision de la préfecture des Hauts-de-France. Le présent aujourd'hui, c'est l'extrême gauche et notamment les insoumis qui sont les plus proches des antisémites. En début d'après-midi, Mathilde Panot annonce dans un communiqué sa convocation par la police pour apologie du terrorisme. Elle dénonce un scandale. Moi, je vais commencer par vous dire que le sourire est quand même la plus belle des résiliences. Donc, gardez le sourire. On a des raisons d'être en colère, mais on va essayer de répondre par autre chose que la colère ce soir. Jeudi dernier, le 18 avril 2024, la juriste française d'origine palestinienne Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, qui figurent tous les deux sur la liste de la France insoumise pour les élections européennes du 9 juin prochain et qui appellent tous les deux à un cessez-le-feu à Gaza, devaient donner à l'Université de Lille une conférence consacrée à l'actualité en Palestine. Cette conférence, organisée par une association étudiante de soutien aux Palestiniens, avait été autorisée une semaine plus tôt par la présidence de l'université. Mais au dernier moment, cette même présidence, considérant, je cite, que l'escalade militaire intervenue entre l'Iran et Israël les 13 et 14 avril avait provoqué une montée préoccupante des tensions internationales et que ces tensions se répercutaient notamment dans les universités françaises, a jugé que les conditions n'étaient plus réunies pour garantir la sérénité des débats et a finalement décidé de ne plus autoriser la tenue de la conférence du 18 avril. Cette dernière a donc été interdite, mais cela n'a pas empêché la présidence de l'Université de Lille de promettre très sérieusement, dans son communiqué annonçant cette interdiction de dernière minute, qu'elle continuerait à défendre les valeurs de la science, du débat intellectuel et de l'écoute, loin des caricatures et des idées reçues. Nous avons donc là une université qui interdit un débat intellectuel et qui en profite pour expliquer qu'elle continuera à défendre le débat intellectuel. C'est un peu étonnant, pour ne pas dire franchement burlesque, mais elle aurait tort de se gêner puisque personne, ou presque, n'a relevé cette acrobatie. Notons au passage que cette interdiction n'était pas la première. Une précédente conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, devant également porter sur la question palestinienne, avait déjà été annulée quelques jours plus tôt à Strasbourg. Pris de court par cette nouvelle censure, les Insoumis ont alors voulu se replier sur une salle privée lilloise. Mais cette fois-ci, c'est le préfet du Nord qui a interdit la conférence en expliquant que plusieurs organisations opposées à sa tenue avait lancé des appels à la mobilisation et que son maintien risquait donc d'entraîner des heurts sur la voie publique. Cela signifie qu'il suffit désormais que des menaces soient proférées pour que le ministère de l'Intérieur annule un rassemblement pacifique. C'est un magnifique message d'espoir pour tous les ennemis de la liberté d'expression. Finalement, les deux candidats insoumis ont improvisé un court meeting dans les rues de Lille, durant lequel Mélenchon a eu des mots un peu vifs pour exprimer la colère que lui inspiraient ces interdictions à répétition. Résultat, le lendemain, le très respectable journal Le Monde a publié un article dénonçant ce qu'il appelait les outrances de Jean-Luc Mélenchon. On peut penser ce qu'on veut de certaines déclarations à l'emporte-pièce de Mélenchon, mais la dénonciation de ces outrances, immédiatement après que la conférence qu'il devait donner le 18 avril venait d'être successivement interdite par un président d'université, puis par un préfet placé sous les ordres du ministre macroniste de l'Intérieur, constitue une très remarquable inversion de la réalité. Car bien sûr, c'est cette interdiction qui était outrancière. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais commencer par vous dire que le sourire est quand même la plus belle des résiliences. Donc, gardez le sourire. On a des raisons d'être en colère, mais on va essayer de répondre par autre chose que la colère ce soir. Et elle était d'autant plus scandaleuse qu'elle ne constituait pas un événement isolé, mais s'inscrivait au contraire dans ce qui commence à ressembler d'assez près à une entreprise d'étouffement de toute dénonciation du carnage en cours à Gaza, dans lequel 34 000 Palestiniens, dont plusieurs milliers d'enfants, ont déjà été tués, sans compter les victimes dont les dépouilles sont encore sous les décombres, des quartiers entiers qui ont été rasés par les bombardements israéliens. Comme le relevait il y a quelques jours le journal L'Humanité, il devient en effet de plus en plus difficile de parler librement de la Palestine en France et de protester contre ce massacre dans lequel la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies, voit ce qu'elle a appelé un risque de génocide, diagnostic partagé par nombre d'observateurs présents sur le terrain. Plus précisément, et comme le relevait également l'Humanité, chaque critique sur le régime de Benyamin Netanyahou expose désormais à d'extravagants procès pour antisémitisme.
Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur. Il fait pas peur à tout le monde. Vous avez reçu des menaces de mort, que vous êtes envahi de messages sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont indignées, des personnes qui vont remplir votre boîte, votre messagerie de messages audio. Parce que mon numéro de téléphone fuite sur des boucles Telegram. Et donc, qui vont vous menacer de mort, vous insulter, ça va très très loin. Et il y a même un député, Meyer Habib, qui vous traite publiquement de petite vermine antisémite. Donc, vous avez porté plainte depuis. 3 injures publiques dans la même presse. Voilà, donc ça va. C'est pour dire l'ampleur que ça prend. Le 18 avril dernier, le jour même donc où aurait dû se tenir la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'université de Lille, la préfecture de police a ainsi interdit la marche contre l'islamophobie et le racisme et pour la protection de tous les enfants, notamment ceux de Gaza, qui devait avoir lieu à Paris 3 jours plus tard, le 21 avril. Pour justifier cette interdiction, la préfecture a d'abord invoqué le traditionnel risque de trouble à l'ordre public. Mais elle a aussi et surtout expliqué que cette marche, en souhaitant également porter l'attention sur les enfants de Gaza, était de nature, eu égard aux tensions actuelles au Proche-Orient, à porter en son sein des slogans antisémites. Ces propos étaient pour le moins stupéfiants, pour le dire très gentiment, puisqu'ils suggéraient que le fait de protester contre le racisme et l'islamophobie et le massacre de milliers d'enfants palestiniens était par lui-même antisémite, et donc racistes. Mais ils étaient symptomatiques d'un renversement déjà ancien. En attendant qu'il y aille, je voulais vous dire, Marine Le Pen, je vous ai trouvé assez adoucie ce soir et très peu anxiogène, comme on a pu dire parfois que vous l'étiez. Depuis plusieurs années, en effet, la droite gouvernementale et ses journalistes d'accompagnement œuvrent ensemble à la dédiabolisation du Rassemblement national, parti cofondé par un ancien milicien et un ex-Waffen-SS, et dont un ancien président, Jean-Marie Le Pen, a été plusieurs fois condamné pour antisémitisme et négationnisme. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Cette normalisation a culminé au mois de novembre dernier, quand les macronistes ont accepté de manifester contre l'antisémitisme avec des représentants de ce parti. Par la grâce de ces complaisances, le passé du Rassemblement national se trouve comme effacé. L'aubaine, elle est là aujourd'hui pour le Rassemblement national. C'est de participer à une manifestation contre l'antisémitisme, non seulement justement pour paraître dans le concert républicain, mais aussi, et il faut bien le reconnaître que là aussi il y a un changement, pour conserver une partie, je dis bien une partie seulement de l'électorat juif, parce qu'il n'y a pas de vote juif. Mais en même temps qu'elle dédiabolisait ainsi l'extrême droite xénophobe, la Macronie s'est aussi employée à diaboliser la gauche, comme quand la première ministre Elisabeth Borne avait décrété au mois d'octobre 2023, quelques jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, que l'antisionisme de la France insoumise était, je cite, parfois aussi une façon de masquer une forme d'antisémitisme. Que clairement les positions de la France insoumise sont bien connues, avec beaucoup d'ambiguïté, avec de l'antisionisme, dont, en effet, c'est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Au même moment, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, avait quant à lui déclaré que la France insoumise n'avait, je cite encore, pas fait la preuve qu'elle n'était pas antisémite. Un mois plus tard, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui rate rarement une occasion de proférer une vilenie, avait à son tour expliqué que la France insoumise tenait ce qu'il a appelé des propos massivement antisémites. Ça fait 20 ans que je m'inquiète, que j'écris, que je clame, que je me mets en colère, que je paye politiquement. Le fait d'avoir dénoncé l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est la même chose. Les propos de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites, parce qu'antisionistes. Depuis, ces calomnies sont devenues tristement banales, et des éthitocrates réactionnaires peuvent désormais très tranquillement proclamer, sans que cela ne suscite immédiatement un gigantesque tollé. L'antisémitisme est devenu l'outil de conquête du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. C'est inquiétant. Et on aurait pu croire que les événements du 7 octobre allaient freiner cette tendance. Au contraire, ils les ont accélérés. Maintenant, c'est la Palestine, ce sont des victimes, le Hamas est un mouvement de résistance. Ils ont quand même pris sur leur liste une candidate pro-palestinienne qui milite quand même pour la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire pour la disparition d'Israël. De sorte que plus personne ou presque ne s'indigne quand la préfecture de police de Paris explique très sérieusement, et pour mieux l'interdire, qu'une marche contre le racisme et l'islamophobie et pour la défense des enfants de Gaza et d'ailleurs risque de porter en son sein des slogans antisémites. L'interdiction de cette marche a été annulée par le tribunal administratif qui a jugé, en des termes extrêmement sévères, que son interdiction par la préfecture constituait une atteinte grave et manifestement illégale
à la liberté de manifestation. Tout s'est parfaitement bien passé, sans aucun trouble à l'ordre public et sans aucun slogan antisémite. Les renseignements annonçaient une manifestation ultra-violente avec le risque de l'arrivée d'une centaine de Black Blocs. Mais pour l'instant, écoutez, l'ambiance est plutôt calme, bon enfant. Au fil des derniers mois, les accusations d'antisémitisme sont donc devenues une arme politique à part entière, que ce soit pour entraver la campagne électorale des candidats de gauche aux élections européennes, dont certaines réunions publiques sont désormais interdites, ou pour intimider quiconque proteste trop vigoureusement contre la poursuite du massacre en cours à Gaza. Là, en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. Elle a pu rentrer d'ailleurs à la fin. Mais au départ, on ne l'a pas laissé rentrer, parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël, avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Et donc, ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine. Il se trouve que Sciences Po n'a pas organisé de temps pour la Palestine, a refusé qu'une minute de silence se tienne, n'a pas soutenu les militants pour la Palestine quand ils ont été harcelés. Et donc c'est normal que les étudiants s'organisent quand il y a quelque chose de choquant qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc nous, il y a on une n'est pas minute de silence pour le 7 octobre à Sciences Po ? Bien sûr, et c'est tout à fait normal, et ça a été respecté, et je trouve ça très bien que l'administration... Vous l'avez respecté ? Bien sûr. Cette instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme à des fins de très basse politique est évidemment très dangereuse. D'abord parce qu'elle semble établir, lorsqu'elle suggère par exemple qu'une mobilisation contre l'islamophobie risque a priori d'être entachée par des slogans antisémites, une distinction et une hiérarchie entre de bons et de mauvais combats antiracistes. Ensuite, parce qu'elle galvaude en l'employant à tort et à travers pour calomnier et pour diffamer des gens qui ne sont évidemment pas antisémites, le mot même d'antisémitisme et la sinistre réalité que ce mot désigne. De sorte qu'on en viendrait presque à se demander où sont, dans cette affaire, les vrais antisémites. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.